Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec une deuxième vidéo du chapitre travail et puissance. Et donc, dans cette vidéo sera l'occasion pour nous de voir la nature du travail ainsi que ici les autres types de travail qui sont des travaux spécifiques de certaines forces spécifiques. Ok, donc on va commencer par la nature du travail. Il y en a trois. Ok, à savoir le travail moteur, le travail nul et le travail résistant. En fait, le travail moteur, c'est pour les forces qui vont faire avancer le solide, ok, qui sont favorables au mouvement. Un travail nul, c'est une force, c'est pour des forces qui, en fait, leur direction ou bien leurs actions en tant que telles n'aura pas d'effet sur l'avancée ou bien voilà, le ralentissement du mouvement. Et pour finir, un travail résistant sera en fait un travail qui va s'opposer en fait au mouvement du corps, ok, qui va en fait le ralentir si vous voulez. Donc pour faire simple, on va ici expliquer qu'est-ce qu'on a avec les travaux moteurs. Par exemple, vous voyez, vous avez une force F et qui va en fait agir sur un trajet AB, ok, c'est-à-dire sur un solide qui subit cette force. Et en fait, le travail sera dit moteur si l'angle alpha formé entre la force et en fait le vecteur mouvement, ok, le vecteur AB, en fait fait un angle compris entre 0 et 90, bien sûr inférieur à 90, mais supérieur ou égal à 0. Ok. Ensuite, ça c'est pour les travaux moteurs. Ensuite, pour les travaux, un travail nul, il faudrait en réalité que la force fasse avec le vecteur ici mouvement, en fait avec AB, en fait un angle de 90 degrés, c'est-à-dire qu'il soit perpendiculaire à l'axe du mouvement. Du coup, son travail sera nul. Un travail sera résistant cette fois-ci si en fait l'angle alpha est lui supérieur à 90 degrés et inférieur ou égal à 180, c'est-à-dire il peut être égal à 180, tout comme il peut être supérieur à 90, mais en aucun cas ne peut être égal à 90. Donc si vous avez ça, c'est que vous avez un travail résistant. Nous allons expliquer cela ici avec un schéma qui va en fait expliquer ce que nous venons de voir. Vous avez en fait le trajet AB, le solide S se déplace de A vers le point B, et donc on a ici une force F1, une force F2, une force F3. Chaque force en fait est associée à un angle qu'il fait avec l'axe horizontal que je nomme L1 qui est parallèle à AB. Donc l'angle que fait F1 avec L1, ok, est la même qu'il fait avec AB pour faire simple. Donc F1, lui, son travail sera moteur parce qu'en fait, vous voyez, l'angle alpha 1 est lui compris entre 0 et 90, 90 étant exclu. Pour F2, son travail sera du nul parce qu'il fait un angle de 90 degrés avec l'axe du mouvement. Donc son travail sera nul parce que ça fait 90 degrés. F3, lui, son travail sera résistant parce qu'il fait un angle alpha 3, qui vous voyez bien, et un angle qui est supérieur à 90 degrés et inférieur à 180. Du coup, son travail sera considéré comme résistant. Il va s'opposer en fait au mouvement de A vers B. Une fois qu'on a fini de parler ici des natures des travaux, on va s'intéresser en fait à quelques cas particuliers de travail. On va considérer tout d'abord le poids, son travail. Le travail du poids en fait se fait sur une question d'altitude, une question de hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez bien que le poids, lui, c'est une force ici dirigée vers le bas qui a une direction verticale. En fait, voilà, c'est en fait ce que vous avez ici avec le champ de pesanteur, même direction que le champ de pesanteur est dirigé vers le bas. Donc, vous avez à considérer un solide qui forcément changera d'altitude. Parce qu'un mouvement vers le bas se fait avec changement d'altitude. Ou un mouvement vers le haut se fait avec un changement d'altitude. L'axe en question nécessite un changement d'altitude. Si vous avez un solide qui en fait est sur une ligne droite qui est horizontale, ne vous intéressez pas du tout au poids parce que le poids il ne va pas agir ici. Pire même, en fait, son travail sera nul parce qu'en fait, comme vous le savez, il sera perpendiculaire à l'axe horizontal. Maintenant, on a ici un solide qu'on a enregistré, dont les positions ont été enregistrées au point A, puis au point B. Bien sûr, il ne va pas tomber directement verticalement parce qu'on n'a pas toujours nécessairement un objet lourd qui va tomber rigidement directement vers le bas. Okay? Il peut en fait faire de petits zigzags, mais en fait qui va tomber, mais un peu à la manière oblique. Ok, bon, ça peut arriver comme un ballon de foot que vous frappez
qui va en fait avoir une certaine hauteur puis retomber. Ça, ce qui est assez normal parfois. OK, donc là également, ce solide, c'est-à-dire le ballon, subit l'action du poids. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le poids, comme je l'ai dit, c'est une question d'altitude et on va s'intéresser en fait au travail du poids, on s'intéresse à l'altitude et son expression n'est autre que travail de P est égal à mg fois h. H étant la différence d'altitude entre l'enregistrement initial et l'enregistrement final. On peut même dire H est égal à hauteur est égal à altitude initiale moins altitude finale. Donc, on va ici présenter ce cas de figure avec ZA qui est l'altitude initiale et ZB étant l'altitude finale. Et entre les deux, vous voyez bien cette distance-là, cette hauteur-là, vous l'avez ici, et elle est nommée H. Donc, le travail du poids sera en fait ici la différence entre les deux altitudes, le produit avec la différence avec les deux altitudes, on aura mgZA moins ZB. Maintenant, si en fait ZA moins ZB est inférieur à 0, pour faire simple, si ZA est inférieur à ZB, c'est-à-dire dans le cas ici où A était ici et que par la suite ça monte, parce que l'altitude de B sera plus grande que celle de A, il s'agira d'une montée. Il s'agira d'une montée, donc le travail du poids, en fait, va être négatif. Ce qui veut dire ici que son travail sera résistant. Voilà ce qu'il faut retenir. Son travail sera considéré comme résistant dans le cas ici d'une montée. Dans le cas d'une montée, le travail sera résistant. Maintenant, dans le cas d'une chute, une chute libre, ok, qui descend vers le bas, on aura mg ZA moins ZB en présentant ZA moins ZB étant là positif, parce que vous voyez bien l'altitude décroît, donc ZA moins ZB sera positif, donc le travail ici sera supérieur à 0, donc moteur. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Ok, pour faire simple aussi, je l'avais expliqué plus tôt avec ici un travail moteur. Un travail moteur, c'est un travail qui aura une unité en fait positive, c'est-à-dire supérieure à 0. Un travail nul, il sera en fait égal à 0. Et un travail résistant sera lui inférieur à 0. Ensuite, nous avons le cas du travail de la tension du ressort. Bon, sachez une chose, pour ce qui est du ressort, on va présenter un solide en fait qui est accroché à ce ressort, qui est lui accroché à un mur. Maintenant, là, nous avons une position d'équilibre avec la position initiale qui est définie ici comme 0, la position O. Et maintenant, pour la suite, on va ici, avec une force de traction, tirer sur le ressort. Et en fait, le ressort va par la suite s'allonger. En réponse à cela, il y aura une tension qui aura tendance à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Vous avez allongé, la tension va s'opposer à l'allongement du ressort. Vous compressez par exemple, le ressort va s'opposer à la compression du ressort avec une tension qui va toujours aller dans le sens contraire du mouvement. Maintenant, si vous faites bien attention, pour pouvoir déterminer le travail de la tension, on va juste s'intéresser en fait au déplacement qu'on a eu. On a ici le point x0 et là on a le point xm. Vous voyez bien. Maintenant, si on doit ici écrire l'expression du travail de la tension, ce sera en fait 1 demi de K, en fait avec les variations ici de x0 au carré moins xm au carré. C'est-à-dire x0 étant la position initiale du mobile avant qu'il y ait allongement ou élongation, allongement ou compression, je me suis trompé, et xm étant la position finale. Le plus souvent des cas, vous aurez x0 qui sera lui en fait plus petit que xm. Ce qui fait au final que cette expression va être négative. Vous avez bien compris. Et donc, voilà ce qu'on a pour le travail de la tension. Maintenant, on s'intéresse au travail des forces de frottement. Vous avez par exemple un solide qui est là, sur un support horizontal, ok? Il subit par exemple une force qui a tiré en fait le solide vers l'avant. En tirant le solide vers l'avant, vous avez par la suite, du fait que la route est rugueuse, vous avez en fait des forces ici de frottement. Les forces de frottement vont s'opposer au mouvement, ok?
Comme ici, par exemple, vous avez un solide qui est là sur une pente et sur la pente, il va descendre progressivement sous l'impulsion forcément du poids. Mais au même moment, vous aurez ici des forces de frottement qui vont, eux, s'opposer en fait à la descente du mouvement, à la descente en fait du solide le long de la pente. Ok. Donc, dans tous les cas, les forces de frottement s'opposent toujours en fait à l'établissement du mouvement, s'oppose toujours au sens du mouvement. Par conséquent, le travail sera toujours considéré comme négatif. Le travail des forces de frottement sera toujours considéré comme négatif. Mais par exemple, dans le cas d'un mouvement sur une ligne droite, ok, on aura en fait la force F, son travail sera travail de F, par exemple de A vers B, sera égal à moins F, parce que son travail est résistant, fois la distance AB. Vous aurez aussi la même chose, par exemple là je nomme un point O, et là je nomme un point M, ok? Donc le mouvement entre ici le point O et le point M, qui vous voyez bien sur un arc de cercle, parce que là vous avez un quart de cercle, comme vous voyez bien, c'est un mouvement qui se fait sur un quart de cercle, un mouvement on va dire sur une route assez courbée, ok? Vous avez le mouvement qui se fait entre le point O et le point M. Le point O et le point M est repéré par un angle qu'on nomme ici θ. Okay. Maintenant, pour le travail de F à ce niveau, de O vers M, ce sera moins F fois l'abscisse curviligne, moins F fois S. Moins F fois S, S étant l'abscisse curviligne. Et S, comment on le détermine? S n'est rien d'autre que R fois θ. R étant le rayon, parce que vous êtes en face d'un arc de cercle, donc forcément vous avez des rayons. Les deux points sont tous les deux des points du cercle. R, le rayon, fois θ. Et θ étant l'angle en regard ici du mouvement, du changement de position. θ, maintenant, il faudra le déterminer en radians. Par exemple, si j'avais θ est égal à 60 degrés. Donc, comment passer de 60 degrés en radians? Parce qu'en fait, c'est avec radians que vous serez obligé de calculer le travail ici des forces de frottement. Donc, ici, vous aurez 60 qui va correspondre à la valeur qu'on veut déterminer en radians. Et vous allez faire correspondre 180 à pi. Voilà ce qu'on a. Par conséquent, on a quoi ici? On fait la règle de 3. On aura ici x qu'on veut déterminer. X sera égal à 60 fois pi qu'on va diviser par 180. Et donc, forcément, on factorise par 0. Et 6 sur 18, ce qui fait 1 tiers. Donc, on aura pi sur 3. Donc, 60 en radians, c'est pi sur 3. On peut faire pareillement avec n'importe quel autre angle. Par exemple, on peut prendre 45. 45, c'est combien? Si on va déterminer en fait sa valeur en radians, on passe par 180 est égal à pi, ou vous pouvez même passer par 90 est égal à pi sur 2, ça dépend. Et donc 45, on veut déterminer, on nomme ici x1. Donc x1 sera égal à 45 fois pi qu'on divise par 180. Et 45 par rapport à 180, 180 est le multiple de 45. Et 180, c'est 4 fois 45. En factorisant par 45, on a 1 ici et on a 4, ce qui fait pi sur 4. Donc, pour faire simple, 45 est égal à pi sur 4. Maintenant que vous avez cela, ok, dans le cas ici, je détermine θ comme étant, par exemple, est égal à 60 degrés, ou plutôt 30 degrés, ce qui est plus conforme à la réalité ici. Ok. Ce que je vais dire maintenant, pour 30 degrés, vous pouvez faire le calcul, ça correspond à pi sur 6. Donc, le travail de F dans ce cas de figure, ce sera moins F fois le rayon fois pi sur 6. Et il faut bien utiliser pi, je parle bien de pi que vous avez au niveau de votre machine. Et donc, c'est comme ça qu'il faudra déterminer le travail des forces de frottement sur un axe curviligne. Voilà. Bon, nous avons fini cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, bien sûr, de la liker. Partagez ça à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de première.
pour bien sûr aider le maximum qui sont en fait voilà, à votre niveau parce que c'est pas du tout évident. Parfois, les élèves ne comprennent pas comment traiter tel exercice. Donc, dans ma chaîne, il y aura l'occasion de traiter quelques exercices pour vous permettre de mieux comprendre. Mais encore, il y a mieux. Il y a une plateforme de cours en ligne que j'ai créée pour les élèves en classe de terminale, mais également de première. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe sur ce numéro et bien sûr, vous aurez toutes les informations. Bien sûr, pour ce qui est de cette plateforme, vous aurez l'occasion d'avoir euh, un accès exclusif à mes cours que je développe de manière plutôt explicite, mais également à des exercices qui correspondent à ceux qu'on rencontre en évaluation et même en composition. Donc, ne vous faites pas raconter, allez vous abonner, mais également n'hésitez pas à vous inscrire à ma plateforme de cours en ligne. On se dit à très bientôt. Au revoir.